Vous estimez que l'un des nouveaux mots du siècle, c'est les troubles psy des travailleurs. C'est les cadres, les syndicats des cadres qui appellent ça l'amiante d'aujourd'hui, les troubles psychiques, quoi. Le burn-out. Le cœur de mon livre, il porte moins sur finalement travailler moins que surtout travailler mieux. Oui. Parce que ce que j'entends chez moi en permanence, dans mon coin, c'est les gens qui disent on aime notre travail, on n'aime pas la manière dont on nous fait faire notre travail. Et surtout avec ce sentiment de on ne respire plus. Et ça, on va à l'hôpital, c'est l'infirmière qui dit j'ai pas le temps de m'asseoir sur le lit pour prendre la main d'une mamie parce que je dois passer à la piqûre, au prélèvement suivant. C'est le cariste qui a un casque sur les oreilles, qui est passé de 100 colis à 350 colis par jour, qui répond OK à sa machine, qui même le soir va continuer à répondre OK à sa femme. Donc là, il y a un sentiment que pour moi le travail, vous savez, ça doit être une brasse coulée. On fait une tâche, on respire, on fait une tâche, on respire. Une respiration, c'est t'as vu Lyon a perdu hier, pour un petit échange comme ça, quoi, qui rend le travail respirable. Et maintenant, on est passé à de l'apnée. On fait une tâche, on fait une tâche, on fait une tâche, et en fait, on coule. Et c'est comment on remet de la respiration, au fait, comment on remet de la joie, comment on remet du cœur à l'ouvrage, comment les gens rééprouvent de la fierté de leur travail. Et donc c'est ça qui est pour moi l'enjeu. Oui, mais le système économique et l'organisation telle qu'elle est ne permet pas ça. Et la difficulté, c'est comment déverrouiller ça pour amener cette respiration. C'est un choix des élites. C'est-à-dire qu'on a voulu ça. Construire un système économique qui est maltraitant à l'égard des travailleurs et qui est totalement injuste. De quelle manière? En disant que le travail, ce n'est qu'un coût, et vous le montrez très bien, et que le travail est perçu jamais comme une richesse, mais qu'il y a par des techniques de management qui ont un objectif de chercher une productivité de plus en plus élevée, qui se font contre les individus. Et qui viennent déstructurer les collectifs de travail et qui créent du malaise au travail. Et ce que je trouve très intéressant, c'est surtout la partie où vous revenez aussi sur cette fausse idée de l'accident. C'est-à-dire l'accident comme un événement qui viendrait de nulle part, mais au contraire, c'est un système, une organisation qui le produit. Et je trouve ça passionnant. Et alors la question que je me pose en vous le lisant, parce que j'ai trouvé vraiment le livre très intéressant et très fouillé, est-ce que sur la question du travail, est-ce qu'il ne faut pas réactiver la belle idée d'André Gorz du temps libéré par rapport au temps libre? C'est-à-dire cette idée qu'il disait en 93 d'une autogestion du temps. C'est-à-dire on gère soi-même son temps de travail. Enfin, il disait c'est une réelle autogestion du temps et des horaires qu'il faut voir qui permettent d'ajuster les plages du temps libéré au projet, à la situation familiale de chacun. Il y a un choix des dirigeants économiques et politiques depuis 40 ans de considérer le travail comme un coût. C'est ça. À partir du moment où vous considérez le travail comme un coût, il est à diminuer. Il est à écraser. Mais en fait, en écrasant le coût du travail, on écrase le travail lui-même et les travailleurs, avec des conséquences. Parce que, du coup, ça rapporte beaucoup, d'un côté, en dividendes et ainsi de suite, ça fait du profit. Mais ça rapporte beaucoup à quelques-uns, mais ça coûte beaucoup à l'ensemble de la société. Oui, mais non, pardon, ce que je comprends pas dans vos démonstrations, c'est que aujourd'hui, quand même, le travail est physiquement moins pénible que le travail que pouvaient exercer nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Ils travaillaient d'ailleurs beaucoup plus, ils partaient à la retraite plus tard, ils vivaient moins longtemps. Mais on a fait les 35 heures, etc. Ça a peut-être plus profité aux cadres qu'aux ouvriers, je pense. Mais voilà, on a quand même une société où le travail prend moins de place qu'avant dans notre vie. Avant, ce que vous dites sur le travail est faux. Je me permets, mais c'est faux et c'est quelque chose de répandu. Bruno Le Maire va dire la même chose, Aurore Berger va dire la même chose. Le travail ne s'est pas allégé depuis 40 ans. C'est une illusion. On peut croire que, parce qu'il y a eu de l'informatique, du numérique, de la mécanique, le travail s'est allégé. Et quand on regarde ce qui s'est réellement produit, le travail s'est intensifié, le travail s'est alourdi. Il est différent, mais il est moins physique, il est plus sédentaire. Je suis désolé, c'est faux. C'est un présupposé qui est faux. Quand vous faites, il y a des analyses sur le temps long. En 1984, il y a 12% des salariés qui disent qu'ils ont apporté des charges lourdes, qu'ils doivent se baisser régulièrement et ainsi de suite. On est passé de 12% à 35%. Donc ça a augmenté. Et surtout, ce qui a augmenté, ce qui a bondi, c'est la charge psychique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire devoir remplir des tâches dans l'heure, faire plusieurs tâches en même temps, et ainsi de suite. On est passé de 6% à 36%. Donc le travail ne s'est pas allégé ces dernières années. Alors, comme on s'est refusé à agir... La durée de travail est moins importante. Comme on s'est refusé à agir sur le contenu du travail, sur l'organisation du travail, eh ben, il y a eu des compensations qui ont été cherchées. Donc ça peut être des compensations en termes de salaire, même si aujourd'hui c'est plus qu'à la peine, puisque l'inflation est supérieure à la hausse des salaires, premier point. Mais ça a été des compensations en termes d'horaire, et on s'est dit, bon, puisque en gros, le travail est une horreur, enfin je caricature, mais puisque le travail est une torture, bon, on va faire que on est moins longtemps à rester à l'intérieur. Ce qui n'est pas mon raisonnement.
mon raisonnement est de se demander aujourd'hui comment on fait pour remettre de la joie dans le travail. On a un choc climatique à affronter qui réclame quoi? Du travail. Les passoires thermiques, si on veut mettre fin à 5 millions de passoires thermiques, c'est du travail. Si on veut une agriculture avec moins d'intrants, c'est du travail. Si on veut remettre les marchandises sur les rails, c'est du travail. Si on veut faire tout ça, c'est du travail. Or, on ne pourra pas le faire avec un travail qui est méprisé, un travail qui est humilié, avec des Français qui y vont entrer dans les pieds. Il va falloir le faire. Est-ce qu'on n'a pas dévalorisé le travail aussi? Oui, on le dévalorise. Alors d'abord, on le dévalorise dans les salaires. Mais on le dévalorise sur la manière dont on fait opérer le travail. Vous savez, c'est pas parce que le Premier ministre répète 40 fois le mot travail, 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 qu'il le respecte. Vous savez, aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de taxation sur le capital. C'est le capital qu'il s'agirait de taxer. Personne propose de taxer davantage le travail aujourd'hui. Peut-être moins taxer le travail aussi. Aujourd'hui, on a le premier budget de l'État, ce sont les aides aux entreprises. Donc la question, c'est 30% du budget de l'État. C'est considérable, c'est bien plus que le ministère de l'Éducation ou le ministère de la Justice. Surtout, ce qui est injuste, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les petits qui payent gros dans les entreprises et les gros qui payent petits. 96% des dividendes vont aux 1% les plus riches du pays. C'est-à-dire qu'on a une hyper concentration des dividendes. Mais encore une fois, je dis pas que il faut leur couper la tête. C'est pas ça du tout que je veux dire. Je veux dire que ils veulent. Et je pense qu'un certain nombre d'entre eux le veulent, appartenir pleinement à la nation, payer tous leurs impôts. Vous savez, par exemple, une mesure simple à mettre en œuvre, c'est la fin des sociétés écrans. C'est quoi une société écran? C'est ce qui permet d'envoyer son pognon ailleurs et pas de payer d'impôts dessus. D'accord. Et là-dessus, ça fait... J'en ai pas. Là-dessus, il y a 20 milliards d'euros à récupérer, rien que sur ça. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est pas anticapitaliste. Pas du tout. Les États-Unis, ils disent non, on n'a pas le droit aux sociétés écrans. Vous parlez depuis 40 ans du choix qu'on a fait aujourd'hui de la délocalisation, de la sous-traitance, de remettre en fait presque des cadences infernales, alors qu'on avait oublié ce terme qui datait presque d'avant-guerre, quoi, en fait. Et vous dites aujourd'hui, ça a un coût sur la santé, c'est un coût sur le moral, c'est un coût sur le psychique. D'ailleurs, vous estimez que l'un des nouveaux mots du siècle, c'est les troubles psy des travailleurs. C'est les cadres, les syndicats des cadres qui appellent ça l'amiante d'aujourd'hui, les troubles psychiques, quoi. Le burn-out. Et c'est vrai que normalement, il devrait avoir la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Ça devrait être un saut qui devrait être effectué. Mais alors, un chiffre qui m'a sur lequel je suis tombé, enfin que j'ai arraché au ministère du Travail, en vérité, c'est le nombre de 100 000 inaptitudes par an. Ça veut dire 100 000 personnes qui quittent le monde du travail broyées psychiquement ou physiquement et qui en fait n'en retrouveront pas derrière ou très difficilement parce que les conditions d'organisation les ont mis à mal. Alors déjà, c'est un chiffre énorme. Il faut mesurer que c'est le plus grand plan social qui puisse exister. C'est l'équivalent de ma ville licenciée tous les ans. C'est la construction automobile qui partirait tous les ans. Et tout ça dans l'indifférence et dans le silence. Mais pire que ça, quand le ministère du Travail m'envoie ce chiffre, il me dit ça n'a pas augmenté, ça n'est pas en hausse. Si on regarde, ce chiffre a doublé ces 10 dernières années. On est passé de 50 000 inaptitudes par an à 100 000 inaptitudes par an. Mais ça dit quelque chose, pour moi, de la complicité avec ce système qui fabrique de l'inaptitude en série. Parce que mais vous refusez de voir le problème, si vous ne donnez pas les chiffres sur le problème, comment vous allez affronter le problème? Or, aujourd'hui, il y a un accord, encore aujourd'hui, pour pas venir combattre ce mal-travail qui coûte pourtant énormément à la société. Je cite le ministre du Travail, Xavier Bertrand, donc c'était un homme de droite, et qui avait chiffré à 4% du PIB rien que le coût du stress au travail. Donc vous voyez, on est sur une affaire, si on se place pas seulement sur le coût humain, mais sur le coût économique, ce sont des centaines de milliards d'euros. Et pourtant, on décide pas de lutter, de prévenir ça. Parce qu'en fait, ce qui est en train de craquer, je dirais, de la naissance à la mort, c'est-à-dire des crèches jusqu'aux EHPAD, c'est le médico-social aujourd'hui. De toute façon, moi on me parle d'attractivité. Je veux bien qu'on attire des nouvelles personnes, mais la question c'est comment une infirmière, on lui donne envie de rester à l'hôpital et de pas en partir. Alors, il y a les horaires, évidemment, il y a les salaires, ça compte, mais il y a autre chose. Quand est-ce que les gens se sentent plus heureux au travail? C'est quand il y a des changements, qu'ils en sont informés, qu'ils sont consultés et qu'ils peuvent influencer leur travail. C'est vraiment une clé. Et là, il y a un système très français aussi, hyper vertical, qui fait que on donne des ordres venant d'en haut sans consulter les gens, sans qu'ils puissent influencer leur travail. Vous parlez de cette nouvelle bureaucratie, les planeurs. Les planeurs, et ben voilà, on y est. J'allais y venir. Les planeurs, ce sont en fait des cadres qui sont plus au contact du travail réel, mais qui sont détachés aux sièges sociaux ou bien dans des cabinets conseils et qui viennent donner des ordres aux travailleurs et même aux managers qui sont au contact du terrain en leur disant comment ils doivent travailler. Et ça correspond à rien. Mais là,
Donc ça, c'est vrai dans le privé, mais ce que vous décrivez avec les ARS, ce sont des planeurs. Mais bien sûr. Ce sont des planeurs qui sont tout là-haut, qui viennent vous donner des chiffres, des indices, des ordres, des consignes, sans avoir la connaissance de comment travaille une aide-soignante. Ma revendication, je viens à ce que je souhaite. Alors il y a des trucs classiques, un retour des comités d'hygiène et de sécurité, plus de médecins du travail, d'inspecteurs du travail, de préventeurs, et ainsi de suite. Mais je crois que le grand saut qu'on a à faire, c'est l'entrée de la démocratie dans l'entreprise. L'entrée de 1/3 de salariés au conseil d'administration des entreprises, mais aussi par le bas. Et ça, je l'ai vu pour moi chez les auxiliaires de vie sociale. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Et quand il y a des crises, des groupes de parole, eh ben, ça leur permet de partager ce qui va pas, de partager ce qui va bien, d'aller voir la direction en demandant des changements. Et donc, moi, mon souhait, c'est qu'il y ait une demi-journée par mois où les salariés se réunissent sans leur direction et parlent de leur travail. Parce que si les gens sont mieux au travail, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? L'énorme absentéisme dans les entreprises. Vous le savez, l'énorme absentéisme dans les collectivités locales. On doit se demander pourquoi ça augmente partout, cet absentéisme. Pourquoi il y a un craquage aujourd'hui au niveau de l'absentéisme. Et en fait, si on met des jours de carence, ça va pas résoudre le problème, parce que le 4/5 des coûts de l'absentéisme, c'est sur des arrêts de travail longs, c'est-à-dire de 2 mois au moins. Donc on a ce truc-là qui est que les gens, c'est 80%. C'est pas des petits arrêts, ce sont des arrêts de longue durée. Moi, je le redis, je veux pas un salariat à 2 vitesses. Et je vois ce qui est en train de se produire sur ce terrain-là, avec les uns qui peuvent en effet télétravailler, les uns qui auront peut-être la semaine de 4 jours, et je veux dire, tant mieux pour eux. Mais et les livreurs qui, eux, doivent livrer les livreurs, tous les jours, les travailleurs de la logistique, vous savez, si jamais on peut aller au supermarché et que les rayons soient remplis, c'est parce qu'il y a un paquet de gens qui ont bossé. Bon, comment ces gens-là, ils ont des salaires corrects, comment ils ont des horaires corrects, comment ils sont heureux eux aussi sur leur lieu de travail. Dans votre livre, il y a un passage aussi sur quelque chose qu'on nous avait vendu. Je crois qu'à l'époque, c'était Hervé Novelli. Vous voulez vous réaliser dans le travail, ne soyez plus salarié, soyez votre propre patron et en même temps votre propre salarié. Mais vous dites, voilà, il y a eu un effet pervers aussi de l'auto-entrepreneuriat. Lequel? Je suis une forme d'auto-entrepreneur. Personnellement, j'ai lancé mon journal. Bon, voilà. Donc, qu'il y ait des gens qui puissent se réaliser de cette manière-là, pourquoi pas? Mais là, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On est en millions. Ce qui s'est passé, le grande transformation de l'emploi sous Macron, c'est le recul pour la première fois dans notre histoire, pour la première fois depuis l'après-guerre, la part des CDI a diminué dans notre pays. Elle a diminué de 5 points. Et en revanche, ce qui explose, et on est le 2e pays après la Hongrie, qui est quand même pas une référence en Europe, c'est la hausse des auto-entrepreneurs. Alors, je le dis, il peut y avoir un auto-entrepreneuriat choisi. Et puis, il y en a d'autres, il n'y a pas le choix. Si on est livreur, on est auto-entrepreneur. Mais même, il y a dans l'industrie, j'ai des boîtes où on va voir les salariés, on leur demande de passer de salariés à auto-entrepreneur. Sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, la même démarche est faite. Donc là, il y a un moment où il y a même, par exemple, des habits chez Zara qui sont mis en rayon, même plus par des intérimaires, mais désormais par des auto-entrepreneurs. Donc on voit qu'on est dans un dévoiement parce que ce sont des sous-salariés dont le nombre d'accidents du travail est bien plus élevé parce qu'il n'y a pas des garanties du salariat, c'est-à-dire sécurité sociale, droit à la retraite, droit au chômage, tout ça n'existe plus. Et surtout, il y a un rapport au temps. C'est-à-dire que là, par ce biais-là, que peuvent faire le donneur d'ordre? Le donneur d'ordre, il peut ne payer que le temps le plus productif et ne plus payer. C'est ça la chasse aujourd'hui, c'est la chasse à tous les temps improductifs. Et ben, je pense que un travail qui respire, c'est un travail où il y a aussi des temps qui sont moins productifs. Mais est-ce que finalement, une des réponses au mal-travail, et qui est peut-être la réponse la plus compliquée à trouver, c'est pas la transformation des élites elles-mêmes, c'est-à-dire la réforme des élites et de leur mode de pensée? Parce que ces élites-là, les technos dont on parle, ça s'appelle la politique. Ils sont habités par des modèles de pensée qui viennent des écoles de commerce, des grandes écoles, et je dis pas tous pensent de la même manière, mais on sait très bien que leur façon de penser, et même au niveau européen, est une façon de penser qui est similaire. Je vais généraliser même en dehors du travail. Là, il y a un problème, c'est qu'on considère le travail étant juste un marché, et avec une loi de l'offre et de la demande, et c'est tout, alors que c'est quelque chose qui demande à être régulé. Mais en fait, je pense que c'est le grand choix qu'on a aujourd'hui. C'est est-ce qu'on pense qu'il faut tout marcher, que du marché, rien que du marché de l'électricité avec des prix qui bondissent dans tous les sens, marché agriculture où on a des paysans qui sont plus payés parce qu'ils sont écrasés par la grande distribution, tout ça n'étant pas régulé, sans prix plancher, marché du logement, marché du médicament avec des pénuries qui bondissent par 9, ou est-ce qu'on pense que bon, il y a une part pour le marché, mais il y a des pans de la société qui doivent être sortis du marché. Il y en a d'autres où le marché doit être régulé, où le marché doit être entravé. Et en fait, on a des dirigeants politiques
des dirigeants économiques qui sont biberonnés au marché depuis 40 ans maintenant et qui pensent comme ça, qui ont ce dogme-là à l'esprit. Et je pense qu'il faut être pragmatique. Aujourd'hui, le pragmatisme, il est du côté de ceux qui disent il n'y a pas que la concurrence, il n'y a pas que le marché, il n'y a pas que la mondialisation, tout ça peut être régulé.